Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. À présent, l'ONU accuse le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accuse le mouvement M23 d'avoir exécuté des enfants dans le sud Kivu, plus précisément à Bukavu, ville qu'ils ont prise. Ils ont annoncé la prise officielle de cette ville tôt ce dimanche. Le M23, donc, qui contrôle cette ville, aurait procédé à des exécutions sommaires de personnes, y compris des enfants. Accusation portée donc par l'Organisation des Nations Unies. Selon une déclaration, le 16 février, dans le quartier latin, 3 enfants ont été tués dans une altercation avec le groupe M23. D'après nos sources, les 3 enfants portaient des armes qu'ils ont trouvées dans une caserne abandonnée par les forces armées. Le M23 les a interceptés. Ils ont refusé d'abandonner leurs armes. A suivi un échange de tirs, à la suite de quoi les 3 enfants ont été tués. Et c'est ce qu'a déclaré Ravina Shamdasani, qui est le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, qui annonce qu'il continue de confirmer les informations en recevant des informations sur le terrain qui font état d'exécutions sommaires, souvent des enfants. Il n'y a pas de nombre précis d'enfants qui seraient tués dans cette guerre, mais on accuse déjà le M23 de ces exécutions. Ruston Kovi. Bon, je sais pas, moi je trouve que c'est un épiphénomène, de dire que le M23 a tiré sur des enfants. Dans cette région, comme je le disais lors d'une précédente émission, cela fait quasiment 60 ans qu'elle est dans les troubles. La question est simple. À quel âge Joseph Kabila a pris le maquis? À quel âge Paul Kagame a pris le maquis? À quel âge Museveni a pris le maquis? Museveni a remporté a ravi la présidence de l'Ouganda grâce à quoi? C'est les mines de métaux précieux au Congo, elles sont exploitées grâce à quoi? C'est récurrent, les enfants qui sont exploités, que ce soit pour la guerre, que ce soit pour les mines, les violences, comment dirais-je, le docteur, j'oublie son nom, celui qui a eu le docteur Mukwege, ça fait combien d'années qu'il crie, répète, à tue-tête, qu'on abuse de petites filles dans la région? Il a reçu un prix Nobel pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ce n'est pas parce qu'il y a une crise maintenant qu'il faut faire comme si on s'apercevait que il y a un groupe qui tue des enfants. Non, sur pratiquement 60 ans, de façon récurrente, on a tué des enfants, on a exploité des enfants, on a enrôlé des enfants dans des groupes armés. Ces enfants ont grandi, sont devenus les tortionnaires et les militaires que l'on connaît. Je ne vois pas pourquoi la planète entière feint d'être surprise. Je rappelle que Paul Kagame, il prend le maquis, il a quel âge? Kabila, il prend le maquis, il a quel âge? Laurent Désiré Kabila? Oui, Joseph Kabila, le père. Laurent Désiré Kabila. Voilà, Laurent Désiré, je confonds un peu. Joseph, il était général à l'époque. Voilà. Mais justement, même son fils, il enrôle son propre fils. Donc, il y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe au Congo, sauf le fait que, de façon récurrente, personne n'a envie d'intervenir et de régler le problème, comment dirais-je, frontalement et radicalement. Il y a toujours des effets d'annonce. Oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Là, il y a de cela quelques semaines, c'était les FARDC. Aujourd'hui, c'est les M23. Demain, ça sera, on dira les troupes rwandaises. Peut-être demain, on dira les troupes ougandaises, et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est les enfants qui sont les victimes. Les enfants sont les victimes, et de façon récurrente, pour grossir le nombre de troupes, grossir les troupes, mais dans cette région-là, c'est les premiers employés, ce sont les enfants. Lorsqu'il y a eu le procès à l'époque de la résistance du Seigneur. Oui, Joseph Kony avec, j'oublie, celui qui est devenu ministre en temps, qui a été arrêté, vous m'excusez, le nom m'échappe, mais c'était la même chose, c'était des enfants soldats. Donc de façon récurrente, dans toute cette région, les gens exploitent des enfants. Je ne sais pas combien de documents, de preuves, de vidéos, de témoignages on a recueilli ou on a prouvé de façon claire et nette
que c'était, tout était dû à l'exploitation des enfants. Pour vous, c'est une autre manière de voir cette exploitation des enfants, la question des enfants soldats qui refait surface dans cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, maintenant, mettons que, alors, on accuse le M23 de quelque chose que tout le monde fait déjà. Alors, c'est un drame. Oui, il faut condamner, oui, il faut sévir, oui, mais la vérité est que tout le monde le fait dans la région. Merci beaucoup à vous, Russes. Donc, oui, alors, Credo TT, le 1-23, est accusé d'exécuter des enfants à Bukavu. Bukavu, qui est leur dernière prise, la capitale du Sud Kivu, qui est tombée sous les mains du groupe 1-23 depuis dimanche. Oui, moi je suis sidéré par cette déclaration de l'ONU. Je me demande où est-ce que l'ONU était jusqu'à ce que cette guerre perdure et que l'ONU nous fasse aujourd'hui le décompte des Maccabées. Parce que c'est vrai, donc c'est trop facile aujourd'hui d'habiller le M23 ou parce que toute la planète Terre arrive dans les grandes instances, les accusations sont dirigées plus sur le M23 et le Rwanda que au niveau des Nations Unies se sont empressés. Est-ce que les Nations Unies même n'auraient pas dû agir plus tôt pour prévenir cette situation assez désastreuse aujourd'hui? Donc là, mais de l'autre côté aussi, il faut dire que les violences, aussi bien sexuelles que les violences sur les enfants, doivent être éradiquées. Et avant que l'Organisation des Nations Unies n'élève la voix, donc c'est sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a confirmé, disons, des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23. Si toute la documentation a été faite, je crois que on peut également bien situer les responsabilités et essayer de décourager ces genres d'actions en interpellant ou bien en fédérant toutes les énergies pour que les personnes responsables soient mises devant le fait accompli et puis sanctionnées. Et lorsque on voit le récit même qui a été fait pour essayer de décrire l'atmosphère dans laquelle seraient intervenues, disons, les tueries de ces enfants. Donc, on nous parle des enfants qui portaient des armes et qui jouaient à la résistance et qui, à un certain moment, ce qui est très interpellatif, c'est que on nous a fait un récit que les enfants ont manipulé. Non seulement ont refusé de se rendre, d'être désarmés, mais ont manipulé ces armes. Donc je me dis, si ces enfants n'étaient pas des enfants soldats, comment est-ce que c'est pas magie qu'ils ont retrouvé des armes quelque part et qu'ils ont, disons, la maîtrise même d'outils de ces armes. Donc là, on peut insinuer, si on creuse bien, peut-être que c'est le phénomène des enfants soldats qui a encore ressurgi, qui a pris une autre ampleur. Donc voilà, le M23 ayant conquis Bukavu voudrait semer un tant soit peu la terreur. Mais la grande interrogation, l'Organisation des Nations Unies était où depuis le début de ces exactions, depuis les actions du M23, les progressions du M23 pour aujourd'hui essayer de plaire à une certaine opinion en jetant en pâture cette même M23 qui n'ont pas eu le courage de signaler même au président rwandais Paul Kagame qu'on dit être derrière ce mouvement. Louis Kamako, des enfants seraient exécutés par le M23 à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. La déclaration du porte-parole du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, aux droits de l'homme, excusez-moi, ne prend en compte qu'un cas concernant 3 enfants, mais il faut le dire, ils suivent la situation de près. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de nombre précis au regard de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo pour dire voilà le nombre d'enfants qui ont été exécutés par le M23. Mais ce qu'on sait, c'est que le M23 exécute des enfants à Bukavu.
Oui, bien avant de se prononcer ou bien de répondre à ta question, je voulais juste rappeler que ce n'est pas la première fois que l'ONU intervient dans cette crise, ce n'est pas la première fois que l'ONU se prononce sur cette crise-là, parce que aujourd'hui, si beaucoup de gens sont arrivés à mettre d'accord que le M23 est soutenu par le Rwanda, c'est grâce en fait à pas mal de rapports de l'ONU. Donc c'est pas la première fois, c'est justement pour répondre à Credo qui se demandait où est-ce que l'ONU était avant que la situation ne se détériore. Donc vous avez une organisation des Nations Unies qui est tout le temps active, même si sur le plan interne, ces organisations-là sont touchées du doigt, sont pointées comme ils sont accusés d'être complices de la situation qui prévaut. Et donc, nous rappelons, on peut justement rappeler que le mandat de l'ONU dans ces genre de situation, c'est de protéger les civils. Oui. Et on a vu que ces derniers temps, quand la crise s'est aggravée, l'ONU a renforcé son soutien aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Moi, ce qui me réjouit dans cette histoire, c'est qu'on a maintenant une organisation internationale qui prend la parole de temps en temps, qui maintenant tente d'être un peu actif et de nous sortir des rapports du genre. Mais sauf que sur le sujet, je pense que vous l'avez tous dit, c'est connu d'avance en fait, que ce qui se fait à Goma ou bien à Bukavu, plus précisément en Inde et Congo, il y a une violation flagrante des droits de l'homme, des droits des enfants, des droits des femmes et tout, parce qu'aujourd'hui on nous dit que plus de 7 millions d'habitants sont en déplacement. Plus de 7 millions, je pense que c'est beaucoup, ce qui équivaut presque à la population togolaise qui est estimée à 8 millions d'habitants. Non mais je vais même te choquer, le sud Kivu voilà. Le nord Kivu sont plus grands que le Togo. Voilà. Le sud Kivu est plus grand que le Togo. Donc 7 millions d'habitants dans une crise, je pense que ça doit faire réfléchir les uns les autres. Et donc, si aujourd'hui on nous le dit, les rapports les rapports des organisations de la société civile congolaise démontrent à suffisance que même dans le rang du M23, les enfants sont enrôlés. Donc, c'est justement pour répondre à ta question selon laquelle est-ce qu'il y a une résurgence ou bien est-ce qu'il y a une résurgence aujourd'hui de la pratique des enfants soldats? Oui, je ne réponds pas à l'affirmative. Parce qu'il y a des rapports des organisations congolaises qui le disent clairement. Et la dernière fois, je mentionnais 2 dates charnières dans cette guerre-là. Je parlais d'un 25 septembre 2024 et un 31 octobre 2024 de la même année où le commandant du M23, Soudani Madeng, a procédé ou bien à la remise de diplôme à 3000 recrues. Et dans ces recrues-là, on a noté des enfants. Des vidéos circulent à toile. Et les éléments sont là, on peut les visualiser pour se rendre compte de l'évidence. Donc, le phénomène de l'enfant soldat, c'est d'actualité, c'est effectif justement dans cette crise-là. Et donc, ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, on nous parle des exécutions des enfants. Donc, en gros, c'est pour dire que le rapport de l'ONU, c'est un rapport à apprécier. Donc, si vous dites que le phénomène est récurrent, comme l'a dit Russe également, Credo Tété, c'est dire que ces enfants qu'on aurait pu trouver inoffensifs, qu'on aurait pu épargner, sont devenus une menace pour le M23 ? Oui, mais c'est une menace. Aujourd'hui, le M23, c'est quoi aujourd'hui sa politique? C'est de tirer sur tout ce qui bouge. En fait, c'est ce qu'on voit. Les images qu'on voit sur la toile, les images qu'on voit, je pense que c'est ce que ça explique en fait. Tirer sur tout ce qui bouge. Donc, les enfants et tout, peut-être parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aux yeux et au vu de ces enfants-là. Et donc, ils sont d'une manière ou d'une autre, on est en train de les rebeller. Ils se rebellent en fait dès l'enfance. Et donc, dès qu'ils vont grandir, je pense que ce rébellion-là va grandir en eux. Donc pour le M23 aujourd'hui, c'est de commencer justement par tuer ces petits serpents-là. Donc c'est de ça qu'il est question malheureusement. Donc ce dont on assiste à un des Congo, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Et je suis moi juste content d'avoir ou bien de lire l'ONU réagir sur le sujet de la sorte. Et la situation est toujours volatile dans le sud Kivu, plus précisément à Bukavu, la capitale provinciale du sud Kivu, où des populations continuent par déguerpir ou fuir carrément la localité. On parle de plus de 10 000 réfugiés qui se seraient dirigés vers le Burundi. Il faut rappeler que le site Kivu est frontalier au Burundi à quelques kilomètres juste de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. De l'autre côté, plus de 10 000 réfugiés depuis le 14 février, juste quelques jours, et 10 000 réfugiés russes.
Mais c'est une région qui, il faudrait que je parle sur le contrôle de mes pairs, mais c'est une région dont la population se chiffre en millions. Hein. Oui. Donc il y a ce nombre de réfugiés, mais il y a des personnes qui vont faire le pari de rester. Parce que le M23 ne peut pas massacrer tout le monde. Bien sûr. Alors s'il s'agissait d'investir la localité, de piller et de repartir, cela serait fait depuis longtemps. Mais là, ce qu'il s'agit, ce à quoi on assiste, c'est à une sécession de fait, comme je l'avais dit une fois. Donc on est en train d'investir un territoire, d'y établir une administration. C'est ce qu'ils ont commencé à faire à Goma. C'est ce qu'ils ont commencé à pas faire. Et cette administration ne peut se faire sans avoir l'assentissement d'une portion de la population. Et donc, l'État congolais a eu la désagréable surprise de s'apercevoir que même des volontaires ont retourné leur veste. Et qui ont manifesté justement contre les ambassades à Goma pour demander, contre la représentation plutôt de la MONUSCO à Goma, pour demander que cette MONUSCO disparaisse à Goma et qu'ils veulent rester sous le contrôle du M23. Exactement. Donc petit à petit, on a une région, parce qu'on parle du Sud Kivu, comme je disais tout à l'heure, c'est plus grand que le Togo. Ça fait à peu près le Togo. Alors s'ils prennent le Nord Kivu, ça fait aussi à peu près le Togo. Donc c'est une région grande comme le Bénin. Oui. C'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on regarde une carte avec Mercator et tout ça, on a l'impression que c'est tout petit, alors que c'est plutôt grand. Et donc cela ne peut se faire sans une population qui décide de rester. Et qui se donne la chance de voir ce que l'administration du M23 va proposer. Et c'est en cela, je trouve que c'est dommage pour le gouvernement congolais. Et c'est dommage parce que effectivement, oui, les gens, il y a des réfugiés qui quittent la zone. Mais une fois que la zone va être stabilisée, va être sécurisée, ces personnes-là, elles vont revenir. Et donc, le défi qui va se poser, c'est comment le M23 administre la région. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que l'on peut comprendre peut-être la violence avec laquelle ils ont réagi vis-à-vis de ces enfants. Parce qu'effectivement, comme Louis le dit, très tôt, il faut sécuriser la zone, il faut, empêcher qu'il y ait des poches de résistance, d'autant plus qu'eux, ils sont rebelles eux-mêmes. Donc, c'est un exercice qu'ils connaissent. Et cela, généralement, quand c'est comme ça, très souvent, c'est des purges. On a l'impression qu'on va assister à quelque chose semblable à l'arrivée des talibans en Afghanistan, ce qu'on a connu il y a de cela quelques années avec le départ précipité des forces occidentales. Généralement, si je veux comparer, je comparerais ça plus à ce qu'on a vu avec l'Ukraine et la Russie, la Géorgie et la Russie, où on a certaines zones qui sont annexées parce que les Russes disent c'est des régions russophones. C'était ça le principal alibi. C'est des régions russophones, mais l'annexion se fait via justement des gens qui sont ressortissants de ce pays, mais qui sont russophones. Donc quand vous voyez le M23, quand on regarde certains documents, c'est le même modèle. On va dire que non, ce sont des personnes qui sont congolaises, mais qui en réalité sont sur le plan ethnique un peu plus proches du Rwanda ou de l'Ouganda ou du Burundi, et qui prétextent du fait de défendre des minorités. Et ce prétexte-là, c'est un prétexte récurrent dans la plupart des conflits. Quand vous prenez le dernier conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'était à peu près la même chose. Les Azéris vous disent non, on veut défendre nos ressortissants. Donc c'est triste, mais c'est cela. Merci beaucoup à vous, Russ Donkovi. Credo Tété, la situation provoque un flux massif de réfugiés. Plus de 10 000 personnes ont dû quitter Bukavu en direction du Burundi, plus précisément de Bujumbura, pas très loin de Bukavu, de l'autre côté, en République démocratique du Congo. Oui, il faut déplorer cet état de fait parce que les déplacements de personnes dans le sens contraire n'ont toujours pas été assez rapides, assez aisés. Si c'est 10 000 Congolais ont pris la direction du Burundi, donc on ne peut pas certifier que même lorsque la zone sera stabilisée, sécurisée, que les 10 000 reviennent. Peut-être que quelques groupes vont manifester le désir de revenir, mais il y a toujours la psychose qui est créée, qui sera entretenue parce que Bukavu est aujourd'hui tombé
sous les mains de M23. Donc les gens ont dû quitter pour éviter ces genres d'exactions que l'ONU reproche aujourd'hui au M23. Mais est-ce que ces exactions ces images, ces clichés vont disparaître de la tête de ces personnes qui ont dû faire ce déplacement? Et également, c'est vrai, l'ONU accuse, mais on ne va pas être tout le temps dans le factuel. Mais l'ONU accuse, mais derrière, qu'est-ce que l'ONU fait pour préserver, disons, la quiétude, la paix dans cette zone-là? Donc c'est vrai, on ne peut pas se contenter uniquement des déclarations, bien des sorties médiatiques de l'Organisation des Nations Unies pour les excuser et pour les excuser. Donc une chose est de décrier, mais il faut également faire des propositions de plans de sortie. Il faut à un certain moment jouer à une force tampon pour essayer de ramener la paix. Sinon, c'est trop facile de dire les Nations Unies ont sorti des déclarations. Même nos entités africaines en sortent aussi. Mais ce n'est pas parce que c'est les Nations Unies qu'on va dire que les Nations Unies ne sont pas à leur premier coup. Maintenant, au-delà des accusations, quelles sont les approches de solutions proposées par les Nations Unies? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais on a toujours vu ces organisations internationales jouer uniquement le rôle de dénonciation. Vous savez, c'est la pratique de ces organisations, c'est d'attiser le feu. Et lorsque la situation dégénère, la situation est incontrôlable. Est-ce qu'elles attisent le feu, Credo Tété? Non, mais moi, c'est une mission de paix qu'ils envoient dans les zones. Non, une mission de paix, mais on ne pourra pas me dire que c'est pour réaliser la paix. Donc, il va falloir que la quiétude soit également de mise. Vous voulez réaliser des missions de paix, mais vous n'allez pas au bout de vos accusations en faisant des propositions. Dans le cas d'espèce, je prends le sujet. Donc, on parle de l'accusation contre le M23. Qu'est-ce que le système des Nations Unies propose aujourd'hui pour essayer pour essayer d'enrayer ces actes qu'on reprocherait aujourd'hui au M23? Donc, est-ce qu'on va se contenter de ces envolées d'accusations? Moi, je dis, l'ONU doit aller loin en proposant des choses pour essayer de décourager ces genres d'actions sur le terrain. Merci beaucoup. Credo Tété, Louis Kamako, des flux de réfugiés toujours en perpétuelle augmentation. Entre le 14 et le 16 février, on note plus de 10 000 personnes qui ont franchi la frontière en direction du Burundi. Oui, pas seulement des déplacements, mais vous allez noter une zone qui est totalement confrontée à des crises alimentaires. Aujourd'hui, on parle de 21 millions d'habitants qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, ça veut dire que la situation a provoqué plusieurs crises. Plusieurs crises, que la situation atteint son paroxysme aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, l'objectif du M23 aussi, c'est d'arriver justement à élire domicile à Bukavu, à Goma. Donc, dès que les populations vont justement déserter ces zones-là, le M23 prendra son assise et du coup, la bataille sera gagnée. Donc, je crois que lentement, mais sûrement, le M23 est en train d'atteindre son objectif. C'est vrai que Credo le disait tout à l'heure en tirant peut-être à rouge sur l'ONU, que l'ONU ne joue pas un franc jeu, que l'ONU devrait aller au-delà de ces sorties, de ces dénonciations. C'est vrai, c'est-à-dire que unanimement, aujourd'hui, on peut être d'accord en reprochant à l'ONU de ne pas justement demander en fait aux puissances qui fournissent le M23 en armement, en fait, de cesser de l'équiper militairement. Mais je crois qu'au-delà de tout, l'ONU est en train de jouer sa partition aujourd'hui parce que sur le terrain, vous avez également des casques bleus de l'ONU qui sont tués. On a noté la semaine dernière que plus d'une vingtaine en fait des éléments de l'ONU ont été neutralisés par le M23. Ça veut dire que l'ONU même enregistre des pertes en vue humaine dans son rang et donc elle n'a pas intérêt à ce que cette crise-là prospère. À un moment donné, je pense que ça va s'arrêter, mais je pense que nous sommes qu'à l'étape en fait de diagnostic en fait. Il faut justement diagnostiquer le mal avant de le traiter. Aujourd'hui, on peut beau crier sur les organisations internationales, sur la communauté internationale, parce que c'est ce qui se fait d'ailleurs en aide des Congo, parce qu'à un moment donné, on a vu que les jeunes ont passé à tabac tout ce qu'il y a comme ambassade, et ils ont en fait accusé, ils ont le départ, et ils ont accusé des gens de silence coupable aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais même fait sur le terrain? C'est ça.
pour que le problème soit résolu une fois. Vous pensez que celui qu'il faut voir, c'est plutôt le gouvernement congolais? Bien sûr, c'est le gouvernement congolais et par extension, la communauté africaine. Vous avez l'Union africaine, vous avez la SADC, vous avez les REC. C'est justement à eux, à ces organisations en fait, de taper du poing sur la table. C'est un problème africain, pour le résoudre en Afrique, c'est-à-dire n'allons pas loin. L'ONU ne vient que soutenir un État. Donc aujourd'hui, la première responsabilité revient d'abord au gouvernement congolais, justement à Félix Tshisekedi, surtout que la sécurité à Goma faisait partie de sa promesse de campagne, et également à l'Union africaine, à la SADC et à l'OESC. Et donc c'est justement à ces entités-là de peser de leur poids dans la balance pour voir cette crise-là être réglée. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.